à tous et bienvenue dans le Fighter Club Sunday, votre émission du dimanche soir qui revient en images sur tous les événements fight du week-end. J'espère que vous êtes en forme. Il y a un très gros week-end qui nous attend la semaine prochaine et on va en parler justement ce soir. Avec Jalito qui est toujours au rendez-vous, qui prend pas de vacances. Non. En même temps, c'est tranquille dans le canapé du Fighter Club Sunday. Très bien installé ici. Bah oui, je sais que t'es bien. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Merci. Très bien, j'exagère peut-être un peu, ça va. On est en forme pour cette semaine. On a la chance d'avoir ce soir un nouvel homme fort de l'Hexagone MMA qui débarque, c'est Eren Agbo. Salut Eren. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Bah très très bien. On va parler un petit peu de toi, de ton actualité aussi. Puis comme tu es un moins de 70, ça tombe bien. On va parler de Benoît Saint-Denis, c'est ta caté. Ah ouais. Voilà, tu vas pouvoir nous répondre aussi à quelques questions. Allez, c'est parti pour le meilleur des sports de combat de la semaine avec le programme du soir. Seulement 2 mois après, il est déjà de retour. Benoît Saint-Denis remonte dans la cage le week-end prochain au mythique Madison Square Garden de New York, avec en ligne de mire une place dans le top 10 chez les moins de 70 kilos. Vous l'entendrez sur ses ambitions, sur son entente avec son coach Nicolas Hoth et évidemment sur son adversaire. Parce qu'attention, en face de lui, ça ressemble bien à un piège. Qui est Beneil Dariush, 9e de la KT? Il a l'expérience qui parle pour lui, jamais dans le trash talk et toujours dans le respect. Il a l'intention de faire parler de lui, mais dans la cage. On vous montrera ses qualités et de quoi BSD doit se méfier le week-end prochain. Et puis l'Hexagone MMA a lancé son tout nouveau tournoi ce week-end, un format inédit où les meilleurs de chaque catégorie s'affrontent avec à la clé un chèque de 100 000 €. En exclusivité pour RMC Sport, Jérôme Pourut sera avec nous dans quelques instants pour nous annoncer les combats et pas que. Voilà pour le très beau programme qui vous attend. C'est bon, ça vous plaît, messieurs? Bon, ça me parle. Ouais, ça me plaît. Hein. C'est vrai? Benoît Saint-Denis, 70 kilos, tourne Hexagone. Mais attends, on choisit nos invités, tu vois, avec soin aussi, c'est normal, c'est pour ça que tu es avec nous. Et on va démarrer évidemment avec l'Hexagone, on vous parlera dans quelques instants de cette soirée de dingue qui nous attend le week-end prochain avec l'UFC 322 à New York, parce qu'on parle de Benoît Saint-Denis, mais la carte tout simplement est incroyable, donc on va se régaler vraiment le week-end prochain. Mais d'abord, vous l'avez vécu ce week-end sur RMC Sport, on vous propose un tout nouveau format grâce à l'Hexagone MMA, un format sous forme de tournoi, c'est assez exceptionnel, assez inédit aussi, ça offre un petit d'autres sensations aussi pour les combattants, on va en parler évidemment, avec à la clé 100 000 € pour le vainqueur. Les meilleurs de chaque catégorie vont donc s'affronter a priori. On va révéler maintenant quelques combats en avant-première avec Jérôme Pourut, le boss d'Hexagone MMA qui est avec nous. Salut Jérôme. Bonsoir à tous. Alors le tournoi a déjà démarré en Hongrie là, vendredi soir. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces débuts de ta nouvelle pépite ? Eh bien écoute, la Hongrie ça s'est bien passé, il faut dire que c'est une année assez exceptionnelle et remarquable pour Hexagone MMA. On a produit 15 événements cette année, c'était le 15e sous la bannière Hexagone MMA, le 4e me semble-t-il à l'étranger, donc c'est notre 2e en Hongrie aussi. Donc voilà, on a été extrêmement productif, extrêmement dans le cœur de l'actualité, et je me suis un petit peu amusé à regarder aussi, histoire de se comparer. Le KSW a produit moins d'événements qu'Hexagone MMA, donc voilà, c'est pour vous dire l'envie on souhaite vraiment se positionner sur l'échiquier à la fois français mais aussi européen. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que tu nous réserves pour ce tournoi, et d'abord chez les moins de 70 kilos, puisque RN est avec nous, on va en parler justement. Eh bien écoute, déjà je pouvais parler un petit peu du tournoi parce que c'est vrai que on n'a pas eu la possibilité de communiquer, on n'a pas encore communiqué plus exactement. Ça a été la première étape avec le premier qualifié pour les demi-finales qui est Novelny, le Hongrois. Mais au-delà de cette annonce du tournoi, on souhaitait vraiment casser les codes du MMA, faire une grande première pour une ligue française. C'est vrai que c'est extrêmement alléchant et on prend quelque part un risque mais qui est toutefois mesuré. 100 000 € à la clé donc pour le tournoi des 70 kilos, pour le tournoi des 84 kilos, et je peux annoncer donc ce soir que on aura d'un côté chez les 70 kilos le champion Wilson Varela qui participera au tournoi, et bien entendu le champion, on attendait forcément la décision du combat de ce week-end, mais donc Mathieu Detto fera bien entendu partie du tournoi des 84 kilos. Alors, on va se focus justement d'abord sur les moins de 70. On parlera de Mathieu Letto-Duclos et de sa performance aussi de vendredi soir dans quelques instants. Tu nous as parlé de Wilson Varela, le champion qui sera bien là chez les moins de 70 kilos. Jérôme, il y aura qui d'autre du coup dans ce tournoi pour aller le défier? Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu comment va fonctionner ce tournoi parce que le champion est qualifié directement en demi-finale. Il y aura 3 quarts de finale. On va commencer le tournoi très rapidement dans l'année 2026.
Donc on sera le 9 janvier au Zénith de Paris, on enchaînera le 23 janvier au Zénith de Montpellier, on enchaînera aussi un autre Zénith à Lille le 6 février, on sera à l'Arena de Aix au mois de février aussi. Donc voilà, on va avoir étape après étape de notre saison Hexagone MMA, des tours de ce fameux tournoi. Et les 2 premiers fights que je peux annoncer ce soir, ça sera déjà un gros combat pour le 9 janvier, parce qu'on aura un combat de combattants 100% invaincus qui a fait beaucoup parler lors de cette saison 2025 de Hexagone MMA. D'un côté, on aura donc Théo Ulrich, invaincu à 6-0 chez Hexagone MMA, face à David Sipra, 5-0. Donc si vous aimez le spectacle et les combattants qui avancent, je pense que c'est peut-être déjà un des combats qu'on risque de parler durant toute l'année 2026. Et il y aura aussi, du coup, de l'autre côté, dans l'autre quart de finale, dis-nous tout, il y aura qui ? Alors, il y aura un autre quart de finale, donc vous le voyez sur le plateau et j'en profite pour le saluer, Eren. Eren qui est le nouveau transfuge Hexagone MMA, qui a été champion striker chez les moins de 70 kilos, et on avait envie d'amener, on va dire, du sang frais, un nouveau visage pour ce tournoi qui a fait beaucoup parler dans le MMA francophone, qui est Eren, et il affrontera un ancien prétendant au titre Hexagone MMA, qui est donc Nicolas Bivol. Énorme fight. Alors Eren, on va en parler justement avec toi. Raconte-nous déjà comment a démarré cette aventure avec l'Hexagone MMA. Jérôme l'a rappelé, ancien champion du striker chez les moins de 70. T'es pro depuis 1 an seulement. T'as déjà 5 combats, 5 victoires, tout avant la limite. Voilà, je pose un petit peu les bases pour ceux qui ne connaissent pas Eren. Ça va donner envie aux gens aussi d'aller te regarder le 9 janvier ou plus tard. Ce ne sera pas le 9 janvier pour toi, c'est ça, c'est plus tard ? Non, c'est ça, je pense. 9 que janvier c'est aussi. janvier, ouais. Tout le monde est 9 janvier. Paris, ouais. Alors raconte-nous comment ça s'est passé ton arrivée à l'Hexagone. Comment ça s'est passé? Je viens d'arriver. Ouais. Donc voilà, on a fait l'annonce là, sur le plateau télé. J'ai pas encore vraiment fait mes marques, j'ai juste fait 2-3 photos. Et voilà, pour l'instant, j'attends les tenues et tout le reste. Pour être vraiment dans le bain. Voilà. Est-ce que justement ce concept de tournoi dont tu as parlé, Jérôme, j'imagine, ça a participé au fait que tu as rejoint Hexagone? C'est un truc qui est plus stimulant que les combats comme ça que tu peux faire de temps en temps? Est-ce que le format de tournoi te plaît? Bah forcément, déjà il y a de l'argent. Déjà il y a 100K à gagner. Ouais. Ce qui m'a vraiment parlé, on va dire, c'est que on n'a pas le choix de s'affronter. Ouais. Ce tournoi-là, il permet que les meilleurs 70 s'affrontent et que on va dire entre guillemets, les meilleurs 70 du rooster Hexagone s'affrontent. Donc on ne pourra pas s'éviter. Et il y a des noms qui me plaisent et que j'ai envie d'affronter. En même temps, là, tu arrives, tu te prends direct l'ancien challenger Nicolas Bivol. Gros challenge pour toi d'entrée. Comment tu vis ça, justement? Tu préfères être opposé directement comme ça au meilleur de ta caté? C'est ce que j'ai toujours demandé. Donc j'ai trouvé ce que je demande. Maintenant, je vais faire le boulot, c'est tout ce que j'ai à faire. Et forcément, ouais, c'est un combat qui me parle. J'ai déjà analysé à peu près tous les adversaires que je peux rencontrer. C'est tous des profils strikers. Donc on va dire que c'est un combat en continu. J'affronte Bivol, après j'affronterai peut-être le gagnant de Théo Ulrich Sipra, David Sipra. C'est tous des profils strikers, donc c'est pas un combat, c'est 3 combats que je prépare d'un coup, parce que normalement, c'est moi et Wilson Varila en finale. Donc c'est 3 profils strikers, striking différents. Mais au final, c'est 3 combats en un pour moi. Ouais, c'est intéressant ce que dit aussi Eren Jalito. On se programme directement en fait, pour avoir 3 combats face à nous et pas qu'un seul. T'aimes bien, toi, ce concept de tournoi? Moi, j'aime beaucoup les tournois parce que, comme tu as dit, tu as un visu sur ce qui peut se passer après. Tu te prépares, tu sais déjà que tu vas affronter lui ou lui. Forcément, ça te donne un peu plus d'éléments d'analyse, de comment mieux préparer tes combats. Moi, j'aime beaucoup ce format. En gros, tu prépares vraiment 3 combats en un. C'est ça. Et même la ceinture est remise en jeu. Ça me parle, moi. Je trouve qu'il y a vraiment de l'intérêt. Ah, la ceinture, elle est remise en jeu? Alors, c'est une vraie question qu'on va demander. Normalement, c'est comme ça. Attends, parce que là, tu as peut-être donné une info qui n'est pas la bonne. On va demander à Jérôme qui est toujours avec nous. C'est une question qu'on se pose, Jérôme. Est-ce que les ceintures sont remises en jeu pendant ce tournoi? Alors non, les ceintures ne sont pas remises en jeu. Il s'agit d'un tournoi. Ah, pardon. Je pensais que c'était... Jalito, je t'ai vu beaucoup t'entraîner au ballon avant l'émission. Fallait bosser un peu plus sur le pied. Plus sérieusement, on communiquera autour de tout ce qui est les braquettes par rapport aux positions.
on a fait en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des Nadal Federer dès le premier tour. Donc on annoncera tout ça très prochainement sur nos réseaux. Voilà, on a encore de belles surprises à annoncer aussi. Ok, mais du coup, la ceinture, elle sera pas du tout mise en jeu, même pour la finale? Non, elle ne sera pas mise en jeu. Ok, ok. Il y a 100 000 euros en jeu, c'est bien déjà. Ouais, c'est bien. C'est mieux que la ceinture. En vrai. Ouais, pourquoi pas? Vous savez pas comment on voit les choses. On avait plus le budget pour la ceinture. Ils ont tout mis dans le tournoi. Bon, en tout cas, cette KT des moins de 70, elle est très dense. On a parlé de l'autre quart de finale entre Théo Ulrich et David Tsipras. C'est pas mal du tout. Alors, personne découvre Théo Ulrich a priori. C'est les moins de 70 qui montent chez les Français. Invaincu à l'Hexagone, 6 victoires, dont 5 avant la limite. On va voir son dernier KO à l'Hexagone. C'était en septembre dernier face à Mohamed Bayo. Jérôme, parle-nous un petit peu de Théo, qui est Monsieur Finish, clairement. C'est un combattant qui en plus dit jamais non à un fight. Il répond toujours présent. Ulrich, effectivement, n'a jamais dit non à un fight. C'est vraiment dans son ADN d'avancer. On le voit sur ces images, d'aller chercher le KO, d'aller chercher le coup dur. Et c'est en ça que la trajectoire d'Ulrich est assez unique. Il a démarré néo-pro chez Hexagone MMA. 2 ans après, il est 6-0. Voilà, où est-ce qu'il peut s'arrêter? Ça, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, clairement, ça va être un visage à suivre dans ce tournoi. Ce tournoi que je suis extrêmement fier de vous présenter aujourd'hui, parce qu'Hexagone MMA, on a voulu casser les codes, preuve en est avec ce tournoi. On a été les premiers à casser les codes et se proposer du MMA dans des salles de spectacle comme les Zénith. On a été les premiers à se mettre dans des théâtres antiques. On a été les premiers à mettre du combat amateur, des combattants amateurs sous les feux de projecteurs avec Landouzi et Paul Dena. Bref, chez Hexagone MMA, on n'a pas peur de casser les codes, bien au contraire. J'ai envie de dire que c'est dans notre ADN. Et très clairement, le tournoi 2026 va faire beaucoup parler. Il fait déjà beaucoup parler et à mon avis, c'est que le début. Irène, un mot sur, parce que tu nous as parlé rapidement, tu as déjà étudié tous les adversaires potentiels que tu allais avoir. On parle de Théo Ulrich, qui est un combattant clairement qui monte. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel est ton avis de Théo? C'est un mec assez agressif, qui aime la bagarre. C'est totalement le profil que j'aime. C'est vrai. Ouais, donc, je vais pas trop m'avancer sur le sujet, mais d'abord, sans manquer de respect, je vais d'abord me focaliser sur Nicolas Bivol. Et par la suite, si Théo gagne déjà, je m'avancerai sur lui. Vous ne connaissez pas? On ne se connaît pas personnellement, mais tout le monde se connaît. Dans le monde du MMA. Bon, Ulrich, deuxième de cette KT des moins de 70, qui va donc défier David Tsipras, quatrième. Tsipras qui est lui aussi toujours invaincu en cas de combat à l'Hexagone, mais qui est plus un homme de décision, peut-être moins spectaculaire que ne peut l'être Théo Ulrich. Est-ce que tu as un favori entre les deux, toi, Irène, dans ce fight? Un favori... Ou celui que tu penses qui est plus apte à gagner ce combat? Je pense que je vois plus Théo Ulrich gagner. Ouais. Jalito? C'est le favori, je pense. Mais faut pas enterrer Tsipras. Là, c'est un tournoi. Tout le monde peut... Là, il y a 100 000 € en jeu. Tout le monde va mettre les bouchées doubles pour essayer d'arriver en finale et de gagner. Donc, je vois Théo au-dessus, mais j'enterre pas Tsipras. Tout peut se passer en même temps, c'est le principe du MMA. Jérôme, un mot quand même aussi avec toi de Wilson Varela, le champion, on en a parlé rapidement. Privilège évidemment qui est directement qualifié pour les demi-finales. Lui, on l'a plus vu dans la cage depuis mars dernier et ce combat face à Bivol. Est-ce que ça a été compliqué de le convaincre justement d'accepter de faire ce tournoi? Écoute, Wilson est le champion Hexagone MMA, donc compliqué... Pas vraiment quand il s'agit de rentrer dans un tournoi aussi prestigieux que celui-là. 100 000 €. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut rentrer dans ce tournoi avec à la fois envie et combativité. Je vais aussi rebondir par rapport à ce que tu disais sur Tsipras. Tsipras fait partie vraiment des combattants extrêmement spectaculaires d'Hexagone MMA. Alors c'est pas forcément parce qu'on voit la décision qu'on n'est pas spectaculaire, mais c'est vraiment des combattants extrêmement explosifs, des combattants très combatifs, et c'est aussi pour ça qu'ils rentrent dans un tournoi qui demande à la fois une régularité sportive et aussi une envie d'aller chercher le KO. Ce serait quoi, Irène, il a déjà à peu près répondu à la question que j'allais poser, mais la finale idéale chez les moins de 70. Bon, j'ai compris que ce serait Irène contre Varela de ce côté-là, a priori. Jalito? Franchement, essaye de le contredire si tu veux. Moi, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas Owen.
Owen Jason, ouais. J'aurais aimé le voir lui en finale contre Théo parce qu'il y a déjà... Ah, contre Théo. Ouais, contre Théo parce qu'il y a une rivalité. En fait, ce combat, j'aurais voulu le voir dans le tournoi, mais en finale, ça aurait rajouté encore un peu plus. Mais ouais... Ça veut dire que t'as pas envie de me... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, je te dérange. Dis-le, tu préfères le Non, mais c'est pour donner un autre avis. C'est pour donner un autre avis. C'est pas parce que t'es là que... Ouais, en plus, t'as déjà donné ton avis. Ouais. Varela Ulrich ou Varela contre toi, ça serait bien. Ça serait bien. En vrai, même s'il n'y a pas la ceinture en jeu, j'imagine que pouvoir taper le champion de la catégorie, c'est toujours impactant, même si on ne récupère pas la ceinture. Ça, c'est sûr. Moi, après la ceinture, c'est un plus. Mais si je l'ai tapé, je suis champion. Hein. Dans ma tête, je suis champion. Tu prends 100 000. Bah oui. Et en plus, je prends 100 000. Je préfère 100 000 que la ceinture. C'est ce que j'ai dit, 100 000, c'est mieux que la ceinture. C'est mieux que la ceinture. Bon, Jérôme, on va passer, tu en as parlé rapidement tout à l'heure, mais à cette catégorie des moins de 84 kilos maintenant. Quelles annonces tu as à nous faire là-dessus? Tu nous as parlé du champion Mathieu Leto Duclos qui serait là. Et pour le reste? Eh bien, écoute, la présence de Novelny, le Hongrois qui s'est qualifié en demi-finale. Donc, il y a aussi maintenant Mathieu Leto qui est qualifié en demi-finale vu qu'il a son statut de champion. Et là, j'avais pas prévu de vous l'annoncer, mais c'est une nouvelle qui est tombée dans l'après-midi. Je pouvais vous annoncer qu'il n'y aura pas un combattant qui vient des Dana White Contenders dans ce beau tournoi des 84 kilos. On va rajouter un deuxième ancien combattant des Dana White Contenders, qui est Eliane Bouafia, qui rejoint ce magnifique tournoi des 84 kilos. Alors là, grosse annonce que tu nous fais dans le Fighter Club Sunday, Jérôme. Eliane Bouafia, qu'on avait suivi sur RMC Sport, qui avait gagné son combat des Dana White Contender Series, mais qui n'avait pas été signé par Dana White. Raconte-nous un petit peu, Jérôme, peut-être les coulisses de cette signature. Vous l'aviez déjà dans le viseur depuis un moment, le Français? Écoute, oui, Eliane, c'est un combattant qui est passé à l'Hexagone MMA. Il avait fait un très beau fight, c'était au Théâtre Antique d'Orange l'année dernière. Bien entendu, on se parle régulièrement avec Inès qui est son agent. Ça faisait partie des pistes qu'on souhaitait activer pour ce tournoi des 84 kilos et on est très heureux d'avoir Eliane qui nous rejoint pour faire en sorte que ces combats du tournoi 84 kilos soient mémorables. Je peux vous dire qu'il va y avoir de l'adversité chez les 70 kilos parce qu'il manque aussi un troisième quart de finale que je n'ai pas annoncé. Et donc là, le troisième nom des 84 kilos, Eliane Bouafia, qui est de source sûre extrêmement motivé, à la fois pour prouver qu'il méritait sa place au Dana White Contender et à l'UFC, mais surtout qu'il mérite d'être à la fois finaliste et gagnant de ce gros tournoi des 84 kilos qui s'annonce juste colossal. On est super contents. Une petite question, est-ce qu'il est signé que pour le tournoi ou il est signé pour même après? Si on peut avoir la réponse. Il est signé, il sera combattant hexagoné, mon cher Gialito. Ok, merci beaucoup pour non, mais c'est cool aussi pour nous, pour ceux qui aiment le MMA français, évidemment, de pouvoir suivre Eliane Bouafia, qu'on était content d'avoir vu au Dana White Contender Series, un peu déçu de ne pas le voir poursuivre à l'UFC, mais là on va le revoir et en plus sur RMC Sport, donc c'est bon, on est content. Magnifique. Magnifique. Non, mais c'est un combattant spectaculaire qu'on a envie de voir aussi. Il est très fort et en plus, il a encore une marge de progression qui est énorme. Il est jeune. Là, il va prendre encore un peu plus d'expérience. Ouais. Le tournoi, pourquoi peut-être pas la finale ou le gagner, et ensuite aller à l'UFC avec un statut de champion et de gagnant de tournoi, pourquoi pas? Moi, je suis totalement pour. On les voit justement là, parce qu'on est très réactifs dans la rédaction de RMC Sport. Il y a des annonces exclues de Jérôme Pourru, mais ça prend 2 secondes pour nous de récupérer ces images d'Eliane Bouafia. T'as suivi aussi, j'imagine, RN. T'as chaud. Tu veux pas commencer le cutting là? Il a chaud. Ouais, Bouafia, ça te dit quelque chose? Tu l'as suivi un petit peu? Oui, oui, forcément, ça me dit quelque chose. Après, c'est pas ma caté, moi, je regarde pas trop quand c'est pas ma caté. C'est vrai? Ouais, à part les top UFC. Moi, en général, je regarde la story de Gialito pour savoir les résultats. Mais je regarde pas. Comme ça, t'as un petit résumé avec Gialito. Bon, on parlait de Mathieu Leto Duclos un petit peu plus tôt. Merci à Jérôme déjà pour l'annonce. Tu restes avec nous, évidemment, Jérôme. On a plein de trucs à voir encore avec toi. Mathieu Leto Duclos qui était justement dans la cage vendredi soir en Hongrie pour défendre son titre pour la 3e fois déjà à l'Hexagone. Mission accomplie avec une nouvelle fois un finish dès le 2e round cette fois-ci. Il a vraiment repris le contrôle du combat. Hein. Et ce depuis la moitié du premier round. Hein. Depuis son down en fait. Il a touché là. Il vacille. Le high kick, le crochet, il touche. C'est le moment ou jamais. C'est le moment de mettre l'accélération à la sarbasse. Là ça rentre.
Ça rentre, tout rentre pour Mathieu Leto Duclos. Il a beau faire Ouais, des le genou, ouais, très bien. Et là, il n'en veut plus, il n'en veut plus. C'est terminé, c'est Wow. terminé. Victoire de Wow, Mathieu wow. Leto Duclos, magnifique. Nouvelle défense de titre, nouvelle victoire par TKO. Waouh! Quelle performance de Mathieu Leto Duclos, qui a été touché dans le premier round et qui a su faire ce qu'il fallait, temporiser. Et encore une fois, il a su se réadapter en cours de premier round. Il n'a pas attendu l'inter-round. Tout de suite. Et là, l'accélération. Il sentait qu'il avait touché. On l'a vu vaciller son Ouais. adversaire. Et là, il a accéléré. Et puis regardez, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus de défense. Oula, le genou oula, qui fait beaucoup de dégâts. Le crochet derrière dans l'oreille. Alors, tous les coups n'ont pas touché, mais ceux qui ont touché, ils ont fait très très mal. Gros finish pour le coup de Mathieu Leto Duclos. Encore une fois, j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois qu'il est dans la cage, finalement, Jalito, il est impressionnant. Ouais, mais surtout que là, il revient de, entre guillemets, loin. Il s'est pris un knockdown au Ouais. tout début du round. Et il arrive à finir. Franchement, rien à dire. Très belle perf de sa part. On va le revoir justement quand même ce down parce qu'il s'est fait un petit peu peur dans le deuxième round, donc avant de finir finalement. Eren, je veux ton avis de combattant aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là à la place de Mathieu Leto Duclos? On est champion, on défend sa ceinture, on se prend ce down là que tu vas voir juste là. C'est quoi? C'est faut rester serein, faut rester focus, pas paniquer justement dans ce moment-là, rester concentré sur son game plan. Bah, à ce moment-là, tu as très peu de temps pour réagir. Ouais. Après, je peux pas vraiment être objectif, j'ai jamais pris de down. C'est réel. Hein. Tant mieux. Ça, tant Ouais. que tu le goûtes pas vraiment, tu peux pas vraiment émettre un avis dessus. T'imagines que c'est forcément un moment où, surtout si tu n'en as jamais subi, où forcément tu dis ok là je suis en difficulté. C'est un moment où forcément tu te retrouves en position inférieure par rapport à ton adversaire. Ah, ça, c'est sûr. Après, dans la cage, tout va très vite. Le moment où on va dire il prend le temps de réflexion, il passe très très vite. Ça veut dire c'est soit l'adversaire il le finit, Ouais. soit il réagit très vite et il récupère ses esprits. Et bah, j'ai vu qu'au final il Ouais. a gagné. Là, c'est Heureusement pour il est lui. directement passé Dans en la mode foulée, grappling, Ouais, garde papillon. t'as pas il- le temps de réfléchir. C'est des automatismes en fait. Ouais. Pour Mémoire moi, je pense que c'est des musculaire. automatismes. Voilà, mémoire musculaire, automatisme. Et c'est ça qui sauve. Hein. Ouais, et c'est ça aussi la différence quand on est champion. On a l'habitude aussi peut-être de réagir dans des moments difficiles. Jérôme, Mathieu Leto Duclos, c'est un peu ton champion incontesté. Il a presque plus trop de concurrence finalement dans cette catégorie. Est-ce que c'est difficile de lui trouver des nouveaux challenges? Est-ce que justement ce tournoi, parce qu'il nous en a parlé, nous, la semaine dernière dans le Fighter Club Sunday, il était ultra chaud pour faire ce tournoi. C'est ce qui l'a stimulé aussi un petit peu? Je pense que c'est une demande de tous les combattants, d'avoir de l'adversité, surtout des combattants, quand on parle de Mathieu Leto, quand on parle d'Ilian Bouafia, quand on parle de Novelny, le Hongrois, c'est des combattants qui ont extrêmement d'expérience, qui veulent se frotter au meilleur de leur catégorie, et c'est ça qu'on va leur offrir en 2026, parce que être champion, c'est bien, confirmer avec la manière, c'est très bien, et quand on a un tournoi, un espace comme on va leur offrir en 2026, ben écoutez, alors on a tout ce qu'il faut pour passer une excellente année 2026 chez Hexagon MMA, très clairement. Et en plus, tout ça diffusé sur RMC Sport, évidemment, je le précise. Donc, encore plus de quoi se régaler. Justement, Jérôme parlait d'un homme, Norbert Novelny, qui peut peut-être aller bousculer justement Mathieu Leto Duclos, le Hongrois de 26 ans, qu'on va vous faire découvrir un petit peu, qui est un ancien du Bellator, qui a 2 combats à l'Hexagone jusque-là, 2 finishes, dont le dernier en date, justement, c'était vendredi soir, devant son public, dès le premier round. Très prometteur. Le high kick, kick. il s'est fait saisir la jambe. Et attention, hein, parce que Et tout la de suite, travaille hein, sur le je sais pas, bras. tu vois à quelle vitesse en fait, au moment où il est Ça va tombé, très vite les transitions. il a pris son adversaire en triangle, derrière il travaille sur le Et bras, là il est reparti là, il sur un repart triangle. Et là il est en train de le verrouiller. Heureusement pour Faudrait qu'il Pierre passe Boulet-Chou, le bras ouais, de l'autre côté, donc ça va. Mais à mon avis il va le faire, hein, vu la transition. Alors j'ai l'impression qu'il est pas bien verrouillé son triangle. Non ouais, pour moi aussi, mais il tape, il l'a fait taper, incroyable. Le bras n'était pas placé, et pourtant il a réussi à le faire taper. C'est fou. Waouh. Franchement, il n'a pas déçu. Même si c'est lui qui s'est fait amener au sol finalement, alors que c'est lui qui cherchait à l'amener au sol. Mais derrière, très vite, il est parti sur le triangle, plus sur la clé de bras.
Même tête contre la cage, c'est compliqué. Ouais, On est en train d'analyser justement temps. le finish du Hongrois qui est très impressionnant, la position aussi, la capacité à réagir alors qu'il est en position un petit peu... Contre la cage, Ouais, c'est ça. il est tassé contre la cage, il arrive à mettre un triangle sans désaxer, c'est-à-dire vraiment en face de son adversaire. Il doit vraiment être vraiment puissant physiquement sur ses jambes parce qu'il a réussi à le faire taper, alors que le triangle, il n'était même pas... Désaxé. il n'était pas désaxé, en plus il était sur l'épaule un peu, il n'était pas vraiment sur... Ouais, il a juste tiré la tête. Ouais, il a tiré la tête, il doit vraiment avoir de la force. Puis j'aime bien, comme tu as dit, il a une bonne dégaine, on dirait... Il y a un petit flow, on dirait un Avengers. Ouais, c'est ça, non mais c'est vrai, Jérôme, on le voit aussi sur ces images, mais c'est un vrai personnage lui aussi, c'est un profil différent que vous avez envie de faire monter aussi à l'Hexagone MMA. Écoute, l'envie de le faire monter, on ne s'en rend pas bien compte, mais Novelny en Hongrie, c'est vraiment un combattant extrêmement populaire. Je peux vous dire avec grande fierté qu'en Hongrie, on a fait 4500 personnes dans cette magnifique salle qui était dans une ville, bon, pas trop prononçable pour moi, mais c'est pas ça le plus important. Novelny est vraiment une superstar là-bas. Il s'entraîne à Londres avec un certain MVP. Donc ça aide pour le flow, ça aide pour la popularité, mais on le voit avec son style de combat, c'est typiquement genre de combattant où tout peut se passer. On l'a vu au sol, on l'a vu debout. Donc voilà, Bouafia, Novelny, Leto, d'autres noms à venir. Je peux vous dire que là aussi, il va y avoir beaucoup de spectacles. Ouais, ça c'est sûr que ça fait une catégorie très très dense aussi à l'Hexagone MMA. Bon, on va te remercier Jérôme d'avoir été avec nous. T'as pas d'autres petites annonces secrètes à nous faire là d'un coup comme ça dans le Fighter Club? Eh bien, écoutez, j'ai essayé de vous mettre en difficulté avec Bouafia, mais vous avez trouvé les images. Ah, on est réactifs. Bravo à tous. Et allez, je peux vous dire encore une petite chose que je n'avais pas prévue. Le début d'Ivan Bouafia, comme les choses se font bien, ça sera au Zénith de Lille le 6 février. Parfait, c'est noté. À domicile pour lui. Eh ben oui, on le met dans de bonnes conditions. Bon, c'est Magnifique. super. Merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous. Et puis évidemment, on continue de suivre l'Hexagone MMA sur RMC Sport. Merci à toi. Bon repos un petit peu quand même. On va essayer. Allez, salut Jérôme, merci beaucoup. Avant de passer à l'UFC 322, je sais que vous êtes impatients, il a envie de parler de BSD aussi, Eren, qui nous attend le week-end prochain à New York. On va quand même regarder le meilleur de cette soirée d'Hexagone MMA en Hongrie. C'est préparé par Nathan Rochefort. Voilà, et si l'action venait à durer et que ça n'évolue pas, bien sûr, l'arbitre peut à tout moment les séparer. Et c'est de sortir la Chouchnard. Ouais, le crochet qui est passé. Oula. Des échanges dans la boîte, c'est pas l'avantage du serbe. Ouais. Accélération là de Marcel. Il est pas bien là, son adversaire. Allez, il va accélérer encore un peu. Et l'arbitre qui laisse travailler, il pourrait arrêter là. Ouais, là je pense qu'il y en a assez. Je pense qu'on est bon. C'est terminé. Et ben voilà. Un peu plus l'arbitre. Waouh. Et quelle victoire devant son public. Regarde, la tendance est inversée. Maintenant, c'est Pape qui a le centre et qui presse Nessar contre le grillage. Bon démarrage là avec les poings, il a touché. Le genou qui est passé. Non, celui-là était interdit. Ouais, mais bon, heureusement, il a été dans le grillage. Il a l'air conciliant. Gros grand pound, attention, la défense n'est pas bonne là. Non, pas bonne du tout. Et il peut être arrêté, Nessar. Premier coup d'œil qui a été jeté, c'est terminé. Et l'arbitre qui intervient assez rapidement. Enfin, assez rapidement, non, pas si rapidement que ça. Et donc il envoie. Alors attention à ne pas griller toutes ses réserves. Le jab qui rentre encore une fois. Ouh là là, encore un crochet large. Le crochet qui est passé, le travail au corps de Kiss. Le travail au corps qui a eu un sacré effet. Regarde. Le travail au corps encore une fois. C'est ça qui fait tomber. On se rapproche de la fin et c'est terminé. Et c'est terminé. Quelle victoire et quel combat. Oh là là. Ils ont tout donné en 1 minute 30. Waouh. Ils ont pris des risques tous les deux. Ah oui. Ils sont restés dans la boîte, ils ont échangé. Il y a des moments où... Kiss a été secoué aussi, on est d'accord. Kiss a eu chaud. Allez, on va marquer une courte pause sur RMC Sport et puis on revient juste après pour, comme promis, parler de l'UFC 322 qui nous attend le week-end prochain et parler surtout évidemment de Benoît Saint-Denis. A tout de suite sur RMC Sport.
Mais vous en avez l'habitude, on reste ensemble sur Twitch pour vous faire gagner 20 € de free bet grâce à notre partenaire Winamax. Pour ça, rien de plus simple. On va vous montrer les images d'un KO un petit peu flouté. Vous devez deviner qui réalise ce KO. Le premier à trouver dans le chat remporte les 20 € de free bet. Alors, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, il faut que je sois aidé par la... Oui, alors ok, j'ai trouvé du coup. Ouais. Là... Tout le monde a trouvé ou pas? Oui. Paul Mirabel, voilà. Paul Mirabel, c'est effectivement, j'ai pas lu. Oui. Alors, est-ce que c'est Cantinou, encore une fois, qui a répondu en premier ou pas? J'attends la validation de la régie. Est-ce que c'est... Ah non, Redwanski. C'était contre qui, ça? Redwanski a répondu en premier. Bonne réponse, c'est bien Benoît Saint-Denis. Continue, il n'a pas joué? Si, il est là, mais juste derrière, regarde. Ah ouais. Il arrive juste derrière. C'était à l'UFC Paris? J'ai même pas fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Contre... comment il s'appelle? Oasis? Ouais, c'est ça. Bravo. Ah non, j'ai lu. Non, mais c'est parce que c'est ta KT, donc forcément, tu connais, c'est ce que tu as dit, tu regardes quand t'as... Ouais, c'est vrai. Et on ne peut pas offrir de points supplémentaires si vous donnez l'adversaire, les amis. Je suis désolée. Donc, du coup, c'est bien Redwanski qui remporte les 20 € de free bet. Je te laisse d'ailleurs envoyer ton petit pseudo. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je vais le formuler correctement. Des mots à l'ancienne, pseudo. Bah oui, mais tu dis ça comment? Ton nom, je sais pas. Ton nom. Ouais, mais c'est pas vraiment son nom, Ouais, mais il sait qu'on parle de ça. Je me fais rabrouer. Envoie ton nom, alors, en MP, et puis on te créditera des 20 € de free bet très généreusement gagnés aujourd'hui grâce à Jalito. Parce que c'est grâce à moi, je sais pas. Allez, on est de retour sur RMC Sport, on est toujours avec Jalito, avec Eren Agbo qui est avec nous aussi pour parler justement de cette catégorie des moins de 70 kilos à l'UFC cette fois-ci. Mais comme c'est ta caté, tu m'as dit que tu suis normalement. Alors ça, je Donc suis ok, t'es incollable. C'est le grand retour de Benoît Saint-Denis dans la cage dans les nuits de samedi à dimanche prochain. Le tout en plus dans le cadre incroyable du Madison Square Garden à New York pour l'UFC 322. Le Français qui va ouvrir cette carte principale face à Beneil Dariush, une carte absolument incroyable. Notamment chez les moins de 77, parce qu'il y aura ce duel entre Leon Edwards et Carlos Prates, et Sean Brady face à Michael Morales, et puis évidemment le main event entre le champion Jack Della Maddalena et Islam Makhachev, qui monte de catégorie pour espérer devenir double champion. Même défi d'ailleurs pour Weili Zhang qui va défier Valentina Shevchenko chez les moins de 57 kilos. Quel combat vous attendez le plus comme ça, rapidement, Eren? Maddalena Makhachev. Ouais. Le main event. Après, moi, j'attends toute la carte. La carte préliminaire, je vais regarder. Il va pas dormir de la nuit. Ouais, mais mention spéciale à Brady Morales, deux pépites qui vont s'affronter entre guillemets tôt dans leur carrière. Un qui est invaincu, l'autre qui a qu'une seule défaite. Ils s'affrontent pour avoir leur place en title shot. Il y a aussi Wellmaker contre Adon. Là, t'es sur les prélims? Ouais, Wellmaker, nouvelle pépite qui éteint tout le monde. En fait, il y a beaucoup de choses à voir et j'ai vraiment hâte. Vraiment, on sort toute la carte. Mention spéciale, bien évidemment, pour JDM contre Marc. Ouais. T'en as un autre, Eren? Beneil Dariush, Benoît Saint-Denis. Évidemment. On va en parler parce que seulement 2 mois après sa victoire à l'UFC Paris, BSD est déjà de retour dans la cage avec un objectif en tête, évidemment, intégrer le top 10 de cette catégorie des moins de 70. Oubliez les démons du passé aussi, il est plus que jamais tourné vers l'avenir. Un obstacle d'abord sur son passage, c'est Beneil Dariush. Et attention au piège, Oscar Jovs vous pose les enjeux de ce combat si important. Effacer le passé. Vaincre le dernier à avoir battu celui qui vous a battu. Dans une semaine, BSD peut marquer un gros coup. En plus de tourner définitivement la page Moïcano, notre Français a l'occasion de rentrer dans le top 10. Face à lui, Beneil Dariush, numéro 9. Le plus facile des 10 ? Peut-être. Le plus sous-estimé des 10 ? Sans doute. Lutte, sol, debout, l'Américain est bon partout. Contre Mateusz Gamrot, Dariush a défendu 15 des 19 takedowns du Polonais. Tandis que face à Charles Oliveira, il totalise 2 minutes 44 de contrôle dans le premier round. En boxe, sa puissance lui a permis d'infliger 4 KO, dont 3 à l'UFC. Une organisation où il combat d'ailleurs depuis janvier 2014. Le jeune Benoît Saint-Denis venait alors tout juste de s'engager dans l'armée. Le natif d'Ourmia en Iran est redoutable, mais pas invincible. Oliveira, puis Tsarukyan ont révélé la fragilité du menton de Dariush. Dariush est débordé. Dariush est débordé. Il a arrêté, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il vient de nous faire. Waouh! Bon débat. Oh, il a mis KO sur un coup de genou. Allez, il faut terminer, c'est terminé, c'est fini. Waouh! Quelle performance!
Mais ces combats ont surtout, dans la victoire comme dans la défaite, mis en lumière sa difficulté à boxer contre un gaucher. The problem with that quick start like that, though. Oh! Hernandez knocks out Beneil Dariush! No problem with that quick start. Whoa! Wow! BSD a les armes, à lui de bien les utiliser pour définitivement lancer son deuxième run vers la ceinture. Alors pour répondre à ceux qui se posent la question dans le chat, l'heure du combat de Benoît Saint-Denis, c'est à l'ouverture de la carte principale, donc 4h du matin, les amis. Voilà. Vous choisissez soit vous vous couchez pas, soit vous vous réveillez ou vous ne couchez pas à 4h du matin, Gianito. Dormez pas. Écoutez Regardez les conseils de Gianito. Voilà. On ne se rate pas une carte comme Il ça. a l'habitude. On va évidemment détailler tout ça parce qu'il y a plein de choses intéressantes que Oscar Jos a mentionné dans son sujet. C'est important quand même de commencer par le classement de ces moins de 70 kilos pour rappeler quand même que Benoît Saint-Denis est 13e de cette catégorie et qui va défier donc Dariush qui est 9e. Eren, c'est ta catégorie là qu'on voit à l'UFC. C'est quand même très très impressionnant quand on voit la densité de très bons combattants qu'il y a dans cette caté. Ça t'impressionne ? Tu peux qu'être impressionné, Ouais. c'est l'une des pires KT actuellement à l'UFC. Moi, je pense maintenant c'est les 77 qui, Ouais. En ce moment, monté qui ont aussi, relevé ouais. le niveau. Mais ouais, comme depuis longtemps, c'est une KT dense. Jalito. Sur le papier, on sent qu'il commence à y avoir un petit renouvellement avec les Paddy Pimblett, avec Armand Saroukian, Holloway qui monte de catégorie, qui reste relativement jeune. Topuria qui débarque aussi. Topuria aussi, Mauricio Ruffi. Franchement, il y a de quoi faire. Et même Benoît Saint-Denis, finalement, il a que 28, 29 ans. Donc on sent que ça change, mais que ça reste quand même vraiment relevé. Les 77, il y a vraiment eu le changement entièrement d'ère. On est passé à une nouvelle ère. Ouais. Avec les Sean Brady, les Yann Gary, Prates, etc. Donc ouais, ça reste vraiment une des plus grandes catégories de l'UFC, une des plus attractives. Et pour moi, c'est la catégorie reine à l'UFC. Ouais, Le champion 70, c'est vraiment le champion à l'UFC. Ouais, des pound for pound, comme on dit. Historiquement, ouais. Exactement. Petit sondage dans le chat d'ailleurs, si vous voulez participer avec nous, les amis, on vous a demandé quel sera le résultat du combat entre Benoît Saint-Denis et Beneil Dariush. Dites-nous qui vous pensez va remporter ce combat. Je prédis quand même beaucoup de BSD, qui est favori d'ailleurs des bookmakers. Oui, c'est logique. C'est logique qu'il soit Quand favori. tu vois le classement, finalement, tu peux te dire que non. Oui, mais quand tu regardes l'âge, les dernières performances, La quand tu dynamique, regardes ouais. La dynamique, il bat Ruffi, qui est la pépite du moment, etc. C'est logique qu'il soit favori. Et justement, t'en parles de ces deux combats, parce qu'il a repris sa marche en avant quand même, Benoît Saint-Denis. Il y avait eu un petit stop après les défaites face à Poirier et à Moïcano. Il y a eu cette victoire donc, face à Kyle Prepolec et ensuite face à Mauricio Ruffi. On voit clairement un nouveau Benoît Saint-Denis aussi depuis le début de son association avec Nicolas Hoth. BSD lui-même nous parle d'ailleurs justement du nouveau combattant qu'il est dans la cage, même si il n'en oublie pas évidemment son ADN. C'est surtout le fruit du travail mis en place avec Nico qui commence à payer. C'est-à-dire que ça met du temps entre un coach et un élève de s'entendre, de comprendre les méthodes de travail et d'aller dans la même direction et de se faire confiance. Et maintenant, ça va faire plus de 6 mois qu'on travaille ensemble et voilà, on voit que le travail commence à payer. En fait, il n'a pas modifié mon ADN parce qu'il y avait quand même un gros engagement, du rythme. C'est juste qu'on a appris à se connaître, à se faire confiance. Et il a appris, lui, de mieux en mieux, il est capable de gérer mon style et mon envie, ma manière de faire, mon engagement, mes points forts. Et inversement, je commence à lui faire de plus en plus confiance, ce qui fait que je prends moins de liberté parce que je trouve mon plaisir et des solutions de victoire dans ce qu'on met en place ensemble. Et c'est ça qui est beau. C'est important de montrer, oui, qu'on sait utiliser sa tête, bien entendu, parce que c'est quelque chose qui peut être reproché à un combattant. Maintenant, mon style, mon ADN fait que dans tous les cas, vous aurez des combats qui sont engagés, mais mettre des stratégies en place pour parvenir à battre les meilleurs au monde, ça reste primordial si on veut durer au plus haut niveau dans ce sport. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'a pas la meilleure version de Benoît Saint-Denis avec d'un côté le côté un peu plus réfléchi et posé, qui applique un game plan aussi mis en place par son coach,
mais toujours le côté, tu vois, un petit peu très spectaculaire, chien fou qu'il peut avoir dans la cage. Je pense qu'il faut absolument pas qu'il perde son Ouais. côté guerrier qui fait partie de son ADN, mais le côté plus cérébral avec le travail de Nicolas Haute. C'est ce qu'on a vu peut-être parfaitement face à Rufy, Mais finalement. c'est exactement ce qu'on voulait qu'il fasse et c'est ce Ouais. qu'il a fait. Il a été super intelligent. Il avait dit après le combat contre Prepolek qu'il avait fait plaisir à Nicolas en l'écoutant au début, Ouais. puis ensuite. Il s'est fait plaisir sur le deuxième. Voilà, mais un je round peux- chacun, quoi. Voilà, mais du coup, je pense qu'il a compris que dans son intérêt, c'est mieux d'écouter le coach parce que il fait le travail Ça peut être utile. en amont. Il voit un peu ce que lui, il peut pas voir. Parce que dans la cage, on est concentré sur tout. Et des fois, on peut oublier des détails. C'est le travail du coach. Et qui de mieux que Nicolas Haute pour faire ça. Je trouve que c'est un bon mariage entre les deux. Je pense que ça pourrait vraiment ramener, lui faire passer encore un cap parce que je pense que c'est pas fini pour BSD de monter. Et là, franchement, c'est un gros test qu'il a contre Beneil Dariush. Je pense que son combat le plus dur, c'était contre Poirier. C'était peut-être une marche qui était un peu trop haute pour lui. Et là, le voir contre Beneil Dariush, qui est très expérimenté, mais ça reste quand même un combat accessible pour Benoît. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Irène, Benoît, c'est un combattant qui t'impressionne. Ouais, c'est un combattant qui m'inspire beaucoup. Ouais. On boxe nous deux en gaucher. On a les similitudes qu'on a entre nous, c'est que on aime bien prendre le dos. On prend le dos. Donc je m'inspire beaucoup de lui. Ouais. Et j'ai ce côté aussi un peu guerrier dans la cage qui, genre, je préfère mettre la pression. Ouais. Souvent dans la cage, c'est moi qui mets la pression et c'est pas moi qui l'a subi. Donc ouais, il m'inspire beaucoup. Il n'y a plus besoin en même temps de présenter Benoît Saint-Denis, a priori, que ce soit pour les suiveurs du MMA et même du sport en général. On va peut-être juste rappeler quand même qu'il est monté très très vite à l'UFC, on l'a dit. Puis il y a eu évidemment ce coup d'arrêt avec les défaites face à Poirier et Moïcano. Maintenant qu'il a repris sa marche en avant, on peut se demander quand même jusqu'où il peut aller. Lui, en tout cas, a qu'un seul objectif en tête, évidemment, c'est d'aller chercher cette ceinture, même s'il se méfie de tout le monde, d'autant plus dans cette catégorie. Ouais, comme je dis, pour moi, n'importe quel gars dans le top 10 est dangereux. Donc, que ce soit le numéro 3 ou le numéro 8, le niveau de danger, il est assez similaire. C'est ta capacité à être complet, à adapter un game plan en fonction de l'adversaire et à montrer certains points forts qui vont faire que tu peux remporter le combat. Donc, moi, mon objectif, c'est, bien entendu, c'est toujours à long terme. Ça reste le rêve, je pense, de tout combattant du UFC, c'est d'être détenteur de ta ceinture. Et bien sûr, avec l'engagement, l'engouement qu'il y a pour cette catégorie de poids et les combats qu'on peut mettre en place, il y a aussi la ceinture BMF à aller chercher qui appartient à Max Holloway et ça c'est un très bel objectif aussi. Alors on parlera de cette ceinture BMF un petit peu plus tard, voilà, dans la suite de ce qui peut attendre Benoît Saint-Denis à l'UFC. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un champion, Benoît Saint-Denis? Alors déjà, je vais te poser la question, Irène, en tant que combattant, ça va? Ouais, tout va bien. Il s'échauffe. Ça craque. Ah, c'est vrai. Forcément, quand on arrive dans une organisation, toi qui arrives à l'Hexagone, BSD qui est à l'UFC, on débarque forcément en ayant pour ambition d'aller chercher la ceinture à un moment donné. Bah forcément. Non mais je veux dire, tu vois, certains vont dire, c'est un peu prétentieux de se dire qu'il va aller chercher la ceinture à l'UFC par exemple. C'est normal finalement d'avoir cet En objectif-là. fait, tu peux pas être combattant si t'envisages pas de devenir champion d'une organisation. C'est obligé en fait. Donc non, c'est pas de la prétention. Il est obligé d'arriver avec ce mental-là. Et comme on dit, qui ne rêve pas n'atteindra pas ses rêves. Et c'est bien d'assumer des ambitions aussi hautes. Ça t'oblige à travailler pour aller les chercher parce que t'as pas envie qu'on te dise ouais lui il parle et il fait rien. C'est ça. Est-ce qu'il a l'étoffe justement pour être champion? On sait que nous, Français, on attend évidemment le premier Français qui sera champion à l'UFC. Cyril Gane était à un doigt d'y arriver. À deux, en fait. À deux doigts peut-être. Nassourdine Imavov qui est pas loin non plus d'avoir son title shot. Manon Fiorot qui a échoué face à Valentina Shevchenko. On attend évidemment ce Français qui va arriver et avoir ce titre à l'UFC. Est-ce que Benoît Saint-Denis a cette étoffe-là? Ça ferait un beau champion. Il a Ouais. une belle histoire. Il sort de l'armée, force spéciale. Il rentre à l'UFC en faisant une guerre contre un Brésilien où il prend 18, mais il n'abandonne pas. Ce truc de... Il a une détermination qui est hors norme. Ça ferait un beau champion, c'est une belle histoire et je pense que même les Américains aiment les histoires comme ça. L'UFC pourrait pousser pour Ils l'ont toujours porté l'UFC, voilà, parce même que après les deux défaites. Ouais. Voilà, c'est marketable. Donc ouais, moi je trouve que ça ferait un beau champion. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Irène? Ouais. Bah, surtout, en fait, je pense aussi qu'on le visualise champion trop tôt. Ouais.
parce qu'il est vraiment fort. Il nous a déjà prouvé qu'il pouvait faire des exploits, mais on oublie qu'il est jeune et qu'il a vraiment tout le temps pour devenir champion. Il a encore facile 6. Bon, après, il prend beaucoup de coups. Mais il a encore facile 4-5 ans. Hein. Ouais. Et il n'est pas encore à son prime. Il n'a pas encore atteint sa force de l'âge. Et 28, 27 ans, non? Non, il a 29 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, il doit pas être loin de Le prime physique d'un homme, c'est vers les 33. Ça redescend vers 35. Il a tout son temps, il a tout le temps. Le prime est passé, Jalito. Ah, ça y est, je peux aller à la cave. C'est le garage pour moi, c'est ça? Bon, avant de viser la ceinture, en tout cas, quel objectif absolu de BSD? Il y a évidemment d'abord l'objectif d'intégrer ce top 10 face à Benel Dariush. Quand même, gros obstacle parce que Dariush, tu le disais, Jalito, c'est quand même un homme très expérimenté à l'UFC, 34 combats déjà. Il a fait ses débuts en 2014 à l'UFC, donc ça commence aussi à dater. Lui aussi, pour le coup, il montait assez fort. Il a notamment battu Mateusz Gamrot, qui est dans cette catégorie. Puis il y a eu les coups d'arrêt aussi, 2 défaites de rang face à Charles Oliveira et Arman Tsarukyan. Finalement, c'est un peu la même chose que BSD, même si BSD a une ascension beaucoup plus fulgurante à l'UFC que lui. Mais il y a eu ce coup d'arrêt et derrière, il faut repartir sans tout remettre en question non plus. Parce qu'il a des qualités à faire valoir. Benil Dariush, c'était vraiment un problème, même avant ce combat contre Oliveira, il était favori. Par exemple, c'est un mec qui devait affronter Islam Makhachev avant une blessure. Quand le dernier combat d'Islam avant d'aller pour la ceinture contre Bobby Green, si je dis pas de bêtises, il devait affronter Benil Dariush. Donc faut pas l'enterrer, c'est un gros nom dans la catégorie. C'était un chat noir pour tous les autres pendant longtemps. Il a eu une grosse série de combats sans défaite. Malheureusement, arrivé à un moment donné, on ne peut pas gagner. Il a fait mal, voilà. KO face à Tsarukyan. C'était le deuxième de suite après Oliveira. Mais c'est ça aussi quand tu es au top et que tu commences à perdre, tu prends toujours des mecs qui sont au top. Et forcément, il y a des risques de se prendre des KO comme ça. Et je te pose pas la question parce que si t'as pas pris de down, t'as pas pris de KO non plus. Non. Donc tu sais pas ce que c'est que de devoir repartir après. Est-ce qu'il y a cette peur du KO quand on est combattant ou pas? Oui, ça c'est sûr. Mais je pense qu'elle est amplifiée quand on a déjà pris un. Ouais. T'as l'appréhension. Ouais, t'as une appréhension. Moi personnellement, je l'ai pas. Mais c'est surtout cette peur de perdre. Ouais. Ça fait partie du jeu. On regarde Oliveira, il a pris son premier KO de sa vie 2 mois avant d'affronter Gamrot et il a gagné par la suite. Donc après, je pense que c'est une question d'état d'esprit, de comment tu récupères. Je pense qu'il y a tout ça qui rentre en jeu. Et là, une défaite dans une carrière, c'est pas dramatique. Par contre, une défaite par KO, elle peut avoir ça laisse plus de traces. Voilà, il y a des répercussions un peu plus graves. Bon, en tout cas, ne comptez pas sur Benoît Saint-Denis pour sous-estimer son adversaire. Il sait parfaitement à quoi s'attendre. Comme je dis, c'est un mec qui est très très fort. Il a battu Gamrot, qui a battu Tsarukyan, qui aujourd'hui est contender numéro 1. Donc Dariush, c'est très complet, c'est très fort. Donc clairement, une belle victoire contre lui, ça présagerait du très bon pour le futur. Mais il ne faut vraiment pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir abattu parce que c'est vraiment un gros challenge. Non, parce que moi, je ne mets pas Dariush en dessous d'un Dustin Poirier, clairement pas. Pour moi, il a des grosses clés de victoire contre un Dustin aussi. C'est tous des mecs durs, arrivés à ce niveau-là. La preuve en est, il a fait une demi-finale contre Charles Oliveira, qu'il a perdu, certes, mais il a déjà été top 3, top 4, Dariush, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Je sais que Dariush, c'est un des meilleurs sols de la catégorie, avec celui de Moicano et d'Oliveira. Donc, il a clairement des belles cartes en main lui aussi, donc il faut être préparé à toute éventualité et montrer que moi aussi je sais tout faire et que clairement j'ai envie d'avancer dans cette catégorie. Alors quels sont justement, parce que toi qui suis l'UFC depuis tant d'années, les points forts justement de Benil Dariush et là où il peut aller embêter Benoît Saint-Denis? Franchement, principalement au sol. Ouais. Il a un grappling de très haut niveau. Il est très très fort en scramble, c'est-à-dire les phases de transition où ça bouge un peu dans tous les sens. C'est là où il arrive à prendre des positions qui sont fortes. Mais je pense qu'il a un point faible maintenant, c'est son menton. Et de combattre contre des gauchers, comme a dit tout à l'heure Oscar. Je pense que si Benoît le connecte avec un gros bras arrière et que ça va au sol, je pense que Benoît peut le finir en ground and pound. Par contre, faut faire très attention dès le début de combat si Benil cherche à lutter. Ouais. Ça peut être compliqué pour Benoît, surtout s'il est frais. Parce qu'on le voit même contre un mec comme Gamrot, voilà, c'est ces phases-là que je dis, les phases de scramble où il est vraiment fort.
Il arrive à prendre des positions, souvent à prendre le dos, à se mettre vraiment dans les meilleures conditions pour essayer de terminer le combat par une soumission. Très gros bagage au sol, il a fait les ADCC Trials, vraiment son pédigré au sol est vraiment parmi les meilleurs au monde, surtout dans cette catégorie-là. Et voilà, donc je pense que Benoît devrait striker avec lui, chercher à toucher son menton qui est fragilisé avec le temps, et surtout avec les derniers combats qu'il a fait. On n'a pas pu voir dans les images, mais il a pris un down par Moïcano sur un bras arrière. Ouais. Je pense que c'est peut-être la clé du combat pour moi. Un gros bras arrière de Benoît qui frappe fort, et ensuite aller le chercher, essayer de le finir le plus tôt possible en ground and pound. Eren, t'es d'accord? Quand tu parles après de Gelito, t'as plus rien à dire. Ah mais toi, dans cette position de gaucher que tu connais, justement, est-ce que c'est là-dessus que tu irais le chercher toi aussi, Dariush? Tout comme Jalito. Merci. Comme Bon, la prochaine fois, je vais poser la question d'abord. Après, tu vas. Bon, on a entendu en tout cas tout à l'heure BSD parler en bien de Benel Dariush. Il y a beaucoup de respect d'ailleurs entre les deux hommes. On n'est pas dans le trash talk du tout avec Dariush. Il a parlé lui aussi de BSD en disant je peux affronter les meilleurs combattants du monde, et BSD est l'un des meilleurs sans aucun doute. Voilà, ça fait partie aussi du respect. On parle beaucoup de trash talk en MMA. Est-ce que tu trash talk un petit peu, Eren? Oui, t'aimes bien, toi. J'étais sûre que t'allais dire oui. J'étais sûre que t'allais dire oui. C'est un truc qui te galvanise un petit peu? Non, en fait, c'est pas vraiment du trash talk. Je reste moi-même. J'aime bien titiller dans la vie de tous les jours en général. Donc, si je peux titiller mon adversaire, je le fais. Et si ça peut le déstabiliser. voilà, si ça peut le déstabiliser. Le combat, c'est avant la cage. Mais toujours dans le respect aussi à la fin. Toujours dans le respect, bien sûr. Moi, comme je t'ai dit, je m'invente pas une image. C'est comme je suis dans la vie de tous les jours. J'aime bien un peu charrier, titiller. Et si ça prend un peu de divertissement, c'est bien aussi. Pour nous, les spectateurs, on aime bien. Ça fait partie du jeu. Des fois, t'as même pas envie de regarder un combat, mais tu vois ce qui s'est dit. Je dis, ah, là, ça hype d'un coup. Toujours, moi, toujours. Bon, on aura le dénouement de ce combat, en tout cas, évidemment, dans la nuit de samedi à dimanche prochain sur RMC Sport. Si on se projette déjà un petit peu sur la suite, on aime bien faire ça, Jalito, quand tu te mets dans la peau du matchmaker, là. En cas de victoire de BSD, tiens, quelle pourrait être la suite pour Benoît Saint-Denis? Quel pourrait être le prochain adversaire de BSD? Bon, moi, je pense qu'un bon petit Gamrot pour un depuis combat. Le temps, en même temps qu'ils se cherchent les deux. Voilà, mais vraiment, ça serait un beau combat de malade pour moi. Raphaël Fiziev, ça pourrait être aussi un combat très intéressant, mais très dangereux pour Benoît, parce que c'est un striking d'élite chez Fiziev. Et puis, si Hooker perd contre Arman Saroukian, Hooker, c'est un guerrier aussi dans l'âme, c'est quelqu'un qui cherche l'action tout le temps. Et si on lui propose un combat contre BSD, il ne va pas refuser non plus. Et ça peut être vraiment très, très intéressant pour... c'est le combat qui ferait le plus monter la hype de BSD à l'UFC. Et encore au niveau international. Je suis étonné que tu mettes Fiziev, du coup, parce que je vais être très pragmatique. Tu vois, je vais prendre le classement. Oui. Si BSD gagne, a priori, il va passer au moins 9e. A priori, Fiziev est 10. Mais Fiziev, il va reprendre un combat. Fiziev a affronté 2 fois Gaethje. C'était un title éliminateur. Donc si Fiziev gagnait, il pouvait passer devant tout le monde encore. Donc des fois, les classements... Tu regarderais pas plus vers le haut, quoi, c'est ça que je veux te dire. Ça serait peut-être trop tôt. Ouais. Ça serait peut-être trop tôt. Je vois Eren qui fait non. Il a du temps. Voilà, c'est ça. C'est qu'après, c'est très très compliqué. Donc, quand on regarde... La catégorie, en plus, on attend justement que certains fights soient planifiés, notamment le prochain pour le titre. On ne sait pas encore qui va affronter Topuria. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont en mouvement. On parle pour le titre, on parle de Gaethje, de Pimblet, même éventuellement qui est mentionné. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses incertaines aussi dans cette catégorie. C'est pour ça qu'on essaye de faire des prévisions pour Benoît, mais ça reste un petit peu... Il y a ça. Et puis, une semaine après, ça se passe souvent comme ça quand des combats sont rapprochés. La semaine du 22 pour l'UFC Qatar. Du coup, il y a Tsaroukian contre Hooker. Et le perdant de ça, il affronterait celui qui a fait le pay-per-view d'avant, la semaine d'avant. Donc c'est pour ça que j'ai dit Dan Hooker, ça serait vraiment le plus haut à aller chercher maintenant pour Benoît. Et après celui-là, il peut prendre un peu de recul, regarder ce qui se passe devant, et ensuite saisir des opportunités. Moi, je vois ça. Sinon, comme j'ai dit, Gamrot, ça reste un combattant qui a affronté Oliveira il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est toujours bien vu par l'UFC lui aussi. Ouais. Puis ils ont des comptes à régler en même temps. Voilà, là c'est bien. Ça me paraît très très bien. Rapidement quand même, parce que Benoît Saint-Denis l'a évoqué, donc on va en parler aussi. Quid de la BMF, qui est détenue par Max Holloway, ça te fait rire ça. BSD, il a le profil en même temps pour aller chercher cette ceinture, tu vois, de BMF, ça lui correspond bien aussi, mine de rien. Mais il va falloir aller chercher Max Holloway, quoi. Ouais, bon après surtout que Max Holloway, là c'est presque sûr, presque fait contre Oliveira. Donc à voir ce qui se fait, parce que...
La BMF, on rappelle que c'est une ceinture qui est Qui bien est à part. à côté, ouais, Voilà. c'est la ceinture du divertissement. Ouais, voilà. On va dire ça. Ça n'a pas un enjeu sportif, mais c'est. Mais t'as bien raison, hein, Benoît a vraiment le profil du BMF. Il refuse pas un combat, il fait toujours la guerre. Voilà. Donc, Il y aurait une ceinture. Honorifique, certes, mais il y aurait une ceinture quand même. c'est très bien la ceinture du BMF. Puis si tu bats Max Holloway, pour le coup, ça reste aussi un très gros nom de cette KT et plus largement de l'UFC. Donc tu marques aussi les esprits. Ce sera le week-end prochain, l'UFC 322. Et évidemment, vous ne manquez pas le Fighter Club Sunday le dimanche dans la foulée. Gros débrief à venir avec beaucoup d'images. Il y avait une soirée UFC quand même la nuit dernière. T'as regardé ou... Bah attends, à ton avis. À l'Apex de Las Vegas, avec en main event encore une fois un combat chez les moins de 77 kilos. Je dis encore une fois parce que donc le 322 est très concentré chez les moins de 77. Main event entre Gabriel Bonfim et Randy Brown. Et à la clé, un finish spectaculaire dès le deuxième round. Et dès qu'il est en droitier, en fait, j'ai l'impression qu'il pense davantage à sa jambe qu'à... Oh, le KO incroyable! Magnifique, le genou! Wow! Au moment où Brown attaquait, oh, le contre en genou, magnifique! Et qui se réveille, Brown, et qui se demande ce qui s'est passé en fait. Hein. Eh ben, il était mis il KO. était KO, il était KO, il était KO. Il n'y a rien à dire. Genou. Il était KO, même s'il a été KO pour 10 secondes, il a été KO, Brown. Oh là là! En plus, c'était super spectaculaire, hein, parce que les deux hommes sont tombés au même moment. Exactement. Mais on a vu le genou arriver plein pot. Et Brown qui s'est fait éteindre la lumière. Et là, on vient pas, quand elle s'est rallumée, il se demande pourquoi on l'a arrêté, mais quand il verra les images, il comprendra. Waouh! Et quel timing! Il le pique. Regarde, il a la tête un peu Il a basse. laissé la tête trop longtemps à l'intérieur. Beaucoup trop longtemps. Pas on diffère, j'ai vu que le menu quand même. Gros finish là pour le coup de Gabriel Bonfim, coup de genou incroyable. Comme l'on dit Antoine et Taylor, c'est spectaculaire en plus parce que lui aussi tombe à ce moment-là. Ouais, son pièce d'école et tombe en arrière. Mais du coup, Eren, j'ai d'abord me concentrer sur ça. Non, gros finish. Ça fait partie aussi des gestes que tu apprécies, toi, les coups de genou. T'en utilises beaucoup ou pas? Je vais donner mes qualités, mes défauts là en direct. Non, c'est pas ton arme principale. Non, en vrai, j'ai un physique qui me permet de pouvoir faire un peu tout. Ouais. Donc là, je commence à les bosser. J'ai pas pu les mettre en application lors de mes précédents combats, mais ça peut arriver. Ouais, c'est un truc qui te plaît en tout cas. Oui, c'est toujours spectaculaire. En plus, Jalito, on le voit là parce que on a tendance à croire que c'est un geste un petit peu galvaudé, mais c'est ultra précis en fait. Non, c'est ultra précis. Il est super intelligent, Bonfim, parce qu'il met pas de pression sur la nuque dans le clinch. Il laisse croire que Randy qui peut partir à n'importe quel moment, il le voit pas venir et bam, il arrive de l'autre côté. Mais franchement, rien à dire. En fait, tout le premier round, il a investi sur les low kicks et les calf kicks. Il a fait sortir Randy de sa boxe, qui il a plus d'allonge, il peut le toucher de plus loin. Et dès que ça s'est rapproché au clinch, il a oublié qu'il y avait des genoux. Voilà, il y avait le reste. C'est mental. Il y avait une autre panneau. Voilà, c'est ça. Et il l'a touché et il s'est déconnecté. Hein. J'ai vu des gens dire c'est un early stoppage, c'est un arrêt prématuré. En fait, on voit clairement qu'il déconnecte très vite. Alors, il récupère très vite aussi, pour le coup, c'est ce qui donne cette impression. Mais en fait, je pense que lui, il a un. Il a regardé très bien Baba aux commentaires, il y a un blackout. C'est ça, il regarde le plafond, les yeux vides. Il se demande juste ce qu'il fait là et qu'est-ce qui vient de se passer. C'est ça, et sa tête a rebondi contre le sol. Quand les arbitres voient ça en général, ils interviennent très vite. Et là, l'arbitre a fait son travail, il a sauvé des années de vie à c'est ça, il lui dira merci à un moment. Mais c'est dire aussi que cette catégorie des moins de 77 est en train de bouger aussi avec Gabriel Bonfim qui va venir aussi un petit peu au milieu de tout ça. Une très belle soirée à l'Apex, c'est pour ça que tu t'es levé aussi. En même temps, il n'y a eu que des finishes sur la carte. Moi, j'ai prévenu, les cartes comme ça qui sur les papiers paraissent pas ouf. C'est souvent ça, que des finishes. Et franchement, même sur la prélim, il y a eu des finishes, etc. En tout cas, pour les gens à peu près normaux, à l'inverse de Jalito, qui n'ont pas mis le réveil cette nuit et qui ont manqué tout ça, il y a Robin Travers qui vous a tout compilé. Il a touché à la pointe du menton. Oh, il est mal là, Tullio. Il vient d'en prendre une. Énorme droite là, donne qu'un doigt, il est KO. Il l'a endormi. Waouh. Il l'a endormi carrément. Ouh là 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 là, il a été très opportuniste sur un coup de poing. Il dort encore, Antoine. Waouh. Il l'a complètement éteint. Et encore une fois, c'est vraiment de l'opportunisme, parce qu'il prend le low kick, donc son corps est en train de tourner. Et il en profite en fait. Là, il peut plus. Il a fait du dégât sur cette attaque en genou et en coude, sur tous les coudes. J'ai l'impression qu'il n'en veut plus. Allez, il peut peut-être finir, Padilla. Faut qu'il accélère. Regardez la position de Bonfim. Il en veut plus. Il en veut plus, clairement. Faut qu'il accélère, Padilla. Faut qu'il envoie encore quelques coups et c'est bon. L'arbitre va arrêter. Je pense qu'on peut arrêter, monsieur l'arbitre. Clairement, il n'en veut plus là, monsieur. Il n'en veut plus, Bonfim, en fait.
Ah, c'est Ah bon. oui, qu'est-ce qu'on attend? Allez, on arrête. Et victoire magnifique de Chris Padilla. Oh, ça c'est bien Quelle rentré. gauche qui Il a mis rentre, KO. ouais. Il a mis KO avec le direct. Est-ce qu'il va réussir à terminer? Non, Ouais, c'est je pense bon, qu'il va c'est terminer, bon, c'est fini, c'est fini. On arrête. Oh là 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 là. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire pour Medic. Prendre Oh. de vitesse le vétéran. Il est parfaitement rentré dans son combat, mais rien à dire. Superbe. Il a fait tout ce qu'il fallait faire hein, contre Salikov. Il n'a pas laissé Salikov s'installer Ouais, dans le ouais. combat. Magnifique. Et sur une gauche longue distance, qui arrive plein pot. Et il aurait dû anticiper aussi hein, la remontée, mais il est attaque en passé sur la guillotine. guillotine derrière. Ah, le contre-guillotine, et il a la guillotine. Hein. Elle est placée. Elle est placée. Ouais, il il va le fait taper, il taper. le fait taper. Waouh, Incroyable. superbe. Oh là là, c'est une masterclass Morales, au sol. parfait, Morales, parfait dans ce combat. Encore un superbe début de combat récompensé. Il a. Jalito refait le match. Ouais, non, mais il était incroyable le dernier finish, faut dire ce qu'il y a. Très impressionnant. En même temps, toute cette carte a été impressionnante. Ouais. Replay dispo sur l'application RMC Sport si tu veux, Irène, si tu as tout manqué. Si vous voulez tout regarder. Je vous donne les prochains rendez-vous avant de nous quitter, les amis. Évidemment, le plus gros, c'est samedi prochain, dans la nuit de samedi à dimanche. L'UFC 322 avec donc Benoît Saint-Denis sur cette carte au Madison Square Garden. Les deux main events avec Jack Della Maddalena face à Islam Makhachev et puis également Valentina Shevchenko face à Weili Zhang. L'occasion aussi de vous rappeler qu'on sera ensemble quasiment tous les jours de la semaine, mercredi, jeudi et vendredi, pour tout vous proposer, que ce soit les one-to-one, la pesée, la cérémonie. Voilà, on va tout vous faire vivre cette semaine et en direct sur RMC Sport pour que vous ne manquiez rien. Je vais aller dormir moi avant cette semaine, parce que sinon ça va être dur. Et puis pour vous faire patienter aussi, samedi soir à 20h30, il y a le KSW qui est de retour avec un certain Wilson Varela. Si tu veux voilà, un petit aperçu de ton prochain adversaire éventuel, Eren, il faut que tu regardes ce KSW. Ah non, je serais comme ça sur mon téléphone. Ah, je vais pas le louper. Il prend le short notice et tout, franchement. Oh, franchement, ouais, c'est honorable. Hein. Ouais, carrément. Ça nous donnera aussi un petit peu de nouvelles de Wilson Varela qu'on n'a pas vu depuis un moment dans la cage. Depuis Bivol. Aussi. Exactement, depuis mars dernier. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Eren. C'est à toi. Ça va, ça a été? Oui, ça a été. Et on te retrouvera du coup le 9 janvier au Zénith de Paris, au tournoi Hexagone MMA. C'est ça. On sera sur place, nous, avec RMC Sport, on y aura tout ça. Vous invite? Bah, bien sûr. Et puis s'il y a victoire, évidemment, tu viens en parler après dans le Fighter Club Sunday quand tu veux. Si, pourquoi si? Il y aura victoire. Après la victoire, tu viens Après en la parler victoire. dans le Fighter Club Sunday. C'est bien. C'est bon? Pourquoi Allez. pas? Merci beaucoup les gars, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, 22h30 pour le Fighter Club Sunday. Merci à tout le monde à l'édition, Anthony Sterpini, Oscar Joss, Robin Travers, Nathan Rochefort et tous les autres. Merci à tous, merci Jalito. Merci Flora. Et à la semaine prochaine, merci à tous, ciao.